Donc, bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Donc, je vais vous présenter comment migrer avec succès dans le cloud. Je m'appelle Jonathan Van Belle et vous pouvez me trouver sur le net en tant que Grumpy. C'est un retour d'expérience que j'ai effectué au sein de la société Bipark, société dans laquelle je travaille. Donc Bipark, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le Airbnb du parking. Donc c'est-à-dire qu'on a un marché biface entre les gens qui cherchent à se garer dans un parking et les gens qui cherchent à simplement vendre l'utilisation de leur parking. Et au cœur technique, si on simplifie à l'extrême de notre métier, c'est l'ouverture de barrières à distance à travers soit une application mobile, soit un système de téléphonie où vous entrez un code. Et donc vous pouvez rentrer dans n'importe quel parking de notre groupe avec un 3310 comme un smartphone. Alors, un petit contexte historique dans lequel s'est fait cette migration vers le cloud. Au départ, donc ça a commencé vers février 2014. On avait une infrastructure qui était non évolutive, donc on avait une charge très faible la majorité du temps, mais dès qu'on montait en charge, ça devenait vite catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est qu'en général, le serveur crashait tout simplement. Et donc, pas de serveur disponible, pas de service disponible, ça veut dire des pertes d'argent. Il y avait aussi pas de documentation qui existait, pas mal de mauvaises pratiques, des pratiques d'un autre temps, et une équipe qui a été changée plusieurs fois, puisque en moins de 2 ans, il y a au moins 8 développeurs qui sont passés sur le projet. Et quand je suis arrivé, il restait un collègue à l'époque, et puis moi je suis arrivé, et puis il y a un autre collègue qui est venu nous rejoindre. Et actuellement on est 2, et la migration vers le cloud s'est faite à 2, alors qu'on avait une charge de travail quand même assez conséquente. Donc c'est aussi ce que j'avais envie de transmettre dans ce talk, c'est que le passage vers le cloud ne demande pas nécessairement, si des choix adéquats sont faits, ne demande pas nécessairement une grosse équipe. Afin de situer un petit peu les choses, je préfère quand même refaire un petit lexique de base. Quand on parle de cloud, on parle de beaucoup de choses, mais il y a surtout 3 points essentiels à comprendre. C'est la partie applicative ou SaaS. Donc par exemple, un Gmail, un GitHub, c'est du SaaS, c'est un service qui vous est offert, donc l'applicatif qui vous est offert. Il y a le niveau plateforme ou PaaS. Donc là, c'est là-dessus que vous allez faire tourner vos applications, et c'est surtout là-dessus que mon talk se base. Et le niveau en dessous, qui est le niveau infrastructure ou IaaS, où on parle de calcul, de stockage, de réseau. Le load balancing, c'est plus à ce niveau-là, par exemple. Donc ça, c'est juste pour un petit peu restructurer les choses. Et bien sûr, à côté de ça, il y a plein de buzzwords marketing qui tournent et de choses qui ne sont pour l'instant plus vraiment du marketing que des services très spécifiques. Souvent, on s'est facilement recatégorisé dans une de ces 3 offres-là, donc SaaS, PaaS ou IaaS. Donc maintenant, je vais vraiment revenir sur la partie historique. Donc, entre décembre 2013 et janvier 2014, on a eu pas mal de crashs de serveurs, notamment liés à le fait qu'on avait plus d'activités, mais aussi le fait qu'on a eu pas mal de tentatives de hacking, tentatives qui n'ont jamais abouti parce que le serveur crashait avant. Heureusement, parce qu'à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de documentation et qu'il n'y a eu presque aucune transmission de connaissances de la part de mes collègues précédents, je me suis retrouvé un petit peu le nez dans l'eau et j'ai dû gérer le problème tant qu'on pouvait. Et donc on a commencé à réfléchir un petit peu à des possibilités d'évolution, notamment en se disant on va venir mettre d'autres serveurs dédiés, on va venir commencer à gérer nous-mêmes un load balancing, etc. Et le cloud n'était certainement pas envisagé. C'était un non tant du point de vue des développeurs que du point de vue business. C'était un non surtout par peur et par méconnaissance du cloud en général. Et je pense que c'est quand même important de le signaler puisque un peu plus tard, on a évolué. Donc, on avait à l'époque peu de ressources. Quand je dis peu de ressources, c'est on était 2. Il y avait donc moi et un junior, dont c'était son premier job, donc pas beaucoup de background
pour aider. On n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'on est fort pris, et on n'avait surtout pas envie d'accoucher d'un monstre, puisque quand on essaye des nouvelles choses et qu'on n'a aucune connaissance dans un domaine, parce que j'ai quelques connaissances système, mais pas assez pour commencer à se dire je vais me rajouter 3 dédiés et gérer un load balancing, etc. Voilà, on avait peur d'accoucher un monstre. Donc on s'est renseigné, et c'est pour ça qu'en février 2014, j'ai été notamment au PHP Benelux, donc qui est une conférence qui a lieu chaque année en Belgique. J'ai fait pas mal de rencontres sur place, j'ai discuté avec des gens, j'ai regardé pour éventuellement des formations ou autres. Et là, j'ai fait une rencontre sur un stand avec Engine Yards, qui est un fournisseur de plateformes de type PaaS, qui est en fait une surcouche à de l'AWS. Donc ils fournissent des systèmes de déploiement automatisé, de mise à jour, de configuration de l'environnement de plateforme, et surtout une plateforme qu'on sait configurer de manière très poussée, puisque c'est à travers des scripts chefs. Si vous étiez à la conférence juste avant, on vous a un peu plus expliqué en détail ce que c'était les scripts chefs, mais je reviendrai juste après dessus, ce sera mieux. Et donc pour migrer, il fallait faire une liste des besoins, sauf que pas de documentation, cette liste ça peut vite partir en sucette. Donc le premier réflexe c'est de se dire on a juste besoin d'Apache, d'un serveur web et de MySQL. Parce qu'au final, en développeur PHP, c'est facile, on se dit c'est pas très compliqué. Sauf qu'il faut être un peu plus précis que ça. Il faut tenir compte des versions, des extensions qu'on a. Quand on a un serveur dédié, c'est nous qui le gérons, et une fois que c'est mis en place, voilà. Sauf que dans le cloud, c'est pas aussi simple que ça. C'est des choses qu'on configure. Vous rajoutez des instances, il faut que ces instances soient auto-configurées. Il faut qu'elles puissent se déployer, qu'on puisse en rajouter facilement. Donc, il faut être très précis. Et en informatique, on sait très bien que quand on est dans l'imprécision, ça peut vite partir dans des délais ou de l'argent qui peut être vite catastrophique. On arrive donc au mois de mars, où on est toujours occupé à écrire une liste de besoins, tout ça pour effectuer un test dans un premier temps. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aussi modifier un petit peu l'applicatif, puisque avant on avait des mauvaises pratiques qui se résumaient aussi par du déploiement par FTP, des hotfix en production. Enfin, je vous laisse un petit peu imaginer la catastrophe. Et donc on a d'abord dû rendre notre code déployable. Donc qui dit un code déployable dit un code qui est complet dans le gestionnaire de version que vous avez, parce qu'il y avait quand même un gestionnaire de version. Ça veut dire qu'on a dû reprendre tous les hotfix, être sûr qu'on les avait, être sûr aussi d'avoir des scripts éventuellement qui au moment du déploiement vont faire des chmod de manière adéquate, vont aller puiser la configuration dans les endroits, etc. Et donc on a dû rajouter en plus de ça une gestion des environnements. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans de la production, du staging ou du développement, vous n'allez pas chercher les valeurs de configuration d'accès à votre base de données, par exemple, au même endroit. Si c'est en développement, ça peut être dans un fichier hardcodé. Si c'est en production, c'est souvent fourni à travers des variables d'environnement ou à travers un fichier qui est situé à un endroit bien précis. Alors pour nous aider, vu qu'on n'avait aucun background en cloud, on s'est dit, ok, il faut se faire un petit peu aider. Donc le fournisseur de cloud nous proposait de la consultance. Au départ, il nous a vendu pour 16 heures, on en a eu pour 12 heures. Donc ce qu'il nous a vendu, on en a eu moins, tant mieux. Mais cette consultance nous a servi à quoi? Simplement à configurer notre environnement, donc à travers des scripts chefs, pouvoir avoir la version de PHP exacte, puisqu'on était encore en PHP 5.3 à l'époque, et que c'était impossible d'aller plus loin sans un refactoring assez poussé de l'applicatif, qu'il fallait gérer des URL rewriting, puisqu'avant on était dans du Apache, on est passé dans du Nginx, donc il y a des petites différences, et plein de petites choses comme ça à gauche, à droite, qu'on a dû gérer, et qu'honnêtement, sans cette consultance, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps, et ça valait vraiment la peine. Donc faites-vous aider quand vous démarrez.
surtout si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine. Ça peut vraiment, vraiment aider. Et donc on a fait pas mal d'essais, beaucoup d'erreurs, avant d'arriver à quelque chose de stable et d'utilisable, et créer surtout une doc pour expliquer comment fonctionne l'application qu'on avait. Mais on s'est surtout rendu compte que c'était la fin de la bidouille. Donc fini les hotfix en production, fini de lancer des petites adaptations en dernière minute sur la prod. Voilà, les choses doivent être définies et doivent être claires, et on doit savoir dans quoi tourne l'application et être sûr qu'elle tourne. Ça, c'est franchement quelque chose qui est très dur au départ, surtout quand vous avez beaucoup de mauvaises pratiques qui sont là, pas dû nécessairement de votre fait, mais dû à vos prédécesseurs. Mais après, on devient très vite zen, parce que une fois que vous avez adapté la bonne mentalité, franchement, ça vous détend, et vous avez une dose de stress qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Après cela, on arrive en avril. En avril, on a fait nos apprentissages, on a fini la liste de nos besoins. Donc, sur les 3 mois à peu près qu'on a passé d'abord, dans un premier temps, je fais juste un cas de test pour valider que ça correspondait à nos besoins. On a appris énormément de choses, donc sur le développement, gestion des environnements, avoir un code déployable, etc. Mais surtout au niveau du système. Donc, j'ai parlé de Chef. Engineered fournit toute une série de pré-scripts, et vous pouvez bien sûr aller sur des repositories communautaires pour aller chercher des scripts qui sont adaptés à vos besoins. Et donc on a appris à utiliser Chef. Vu qu'on est passé par de la consultance, ça s'est fait très très facilement, pas sans douleur mais facilement. Et donc on a pu passer en production. Et ça a été un grand pas en avant pour nous, parce qu'en avril, ce que le système prenait dans les dents a à peu près doublé. Et si on était resté dans l'ancien système, en fait, la société était finie, tout simplement. Donc on est passé juste à temps. Mais on n'a pas su tout passer en production, parce que tout simplement, on avait un serveur Astérix, et Astérix dans le cloud, c'est pas exceptionnel. Donc on a gardé un dédié sur le côté, mais vu que la seule chose que faisait le dédié, c'était un environnement de test et le serveur Astérix, c'était assez simple à maintenir, ça prenait pas trop de temps. Et donc, voilà, pas prise de tête. Honnêtement, on s'est dit, ok, on a quand même une grosse partie, qui est la partie applicative principale, qui est disponible. On va en rester là pour le moment. Et c'est ce qu'on a fait pendant un certain temps. Une fois qu'on était en production, on a quand même rencontré quelques soucis par la suite, parce que le cloud, c'est volatile. Donc, on a des instances qu'on build, on en monte une de plus, 2 de plus, puis on redescend à 1 ou 2 instances. Mais quand on monte ces instances, ça doit être auto-configuré, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de système de fichiers local. Donc, par exemple, si vous avez des fichiers que vous uploadez, il faut juste songer, ça paraît tout bête à dire, hein, mais il faut juste songer à faire en sorte qu'il soit disponible à travers le cloud. Alors en PHP, il y a une très bonne librairie qui est disponible, qui n'existait pas, en tout cas en bêta à l'époque, qui s'appelle Fly System. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller vous renseigner dessus. Fly System, c'est simplement une couche d'abstraction, que vous ayez des fichiers en local ou dans du cloud type S3, Google Storage, même un CDN, c'est pareil. Vous passez à travers une interface et vous allez chercher vos fichiers, vous les uploadez, vous les downloadez, vous avez l'URL à laquelle ils sont disponibles. C'est assez simple à utiliser et ça résout franchement un gros problème très très facilement. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des problèmes de session, parce que si vous avez plusieurs instances, par défaut PHP il stocke les sessions en local dans un fichier. Vu que nous, la majorité du trafic ne se passe pas au niveau du site web, mais à travers des API ou des job background, on s'en est pas rendu compte tout de suite, on s'en est rendu compte au bout de 6 mois. C'est con à dire, mais voilà. Et donc, pour résoudre ça, il y a quelque chose que vous pouvez activer tout simplement au niveau de la configuration PHP, donc ça prend 5 minutes. Si vous devez modifier votre script chef, ça prend 10 minutes. C'est simplement passer par Memcache, puisque nativement, PHP supporte de passer par Memcache plutôt que par du file system.
Savoir aussi que vous pouvez aussi le gérer au niveau du code, et donc vous pouvez imaginer utiliser NDB ou Redis ou tout autre système du moment que c'est accessible à travers toutes vos instances de serveurs applicatifs. Si vous avez un site web qui est vraiment avec trafic important et avec une grosse gestion des sessions, vous en rendrez compte assez vite, puisque vous êtes assez vite déconnecté. Et donc, c'est quelque chose chez nous qui a mis du temps, mais je pense que sur la plupart des sites web, c'est quelque chose qui se voit très rapidement. Et enfin, les mails, faut penser juste à passer par un prestataire externe. Je pense que la plupart des gens le font, enfin, prestataire externe ou avoir un serveur de mail, parce que dans le cloud, en général, la fonction mail en local ne passe pas, et que c'est un peu bizarre de le configurer. Donc autant directement passer par un prestataire externe, surtout que même si vous utilisez du mail en tant que service, donc un fournisseur cloud, il propose une API, mais il propose souvent un serveur SMTP tout simple, ce qui est aussi activable au niveau de la configuration de PHP. Donc les sessions et les mails, c'est deux choses que vous savez très facilement remplacer en quelques minutes. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas poser de problème. Outre ces trois problèmes-là, on a rencontré d'autres petits problèmes par après, mais honnêtement, ces trois problèmes-là, auxquels on n'avait pas du tout songé, parce qu'on est passé assez vite au cloud, voilà, on a rencontré ces trois problèmes-là, mais après, on s'est rendu compte d'autres choses. C'est qu'il faut comprendre l'environnement dans lequel on est. Ça paraît évident quand on le dit, encore une fois. C'est des choses qui, quand elles sont dites, elles sont comprises assez rapidement, mais quand on est confronté au problème, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est de savoir que quand vous êtes en ligne de commande ou dans un shell à travers une session SSH, ou quand vous êtes dans du cron, ou quand vous êtes en mode web, votre environnement d'exécution PHP est différent, vous avez une configuration qui est différente, ça je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais vous avez aussi des variables d'environnement qui sont différentes, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Quand vous êtes dans du cloud, souvent les variables d'environnement vous fournissent les infos d'accès à la DB, par exemple. Et donc, il faut juste être sûr que dans le système que vous avez, encore plus quand vous êtes dans une offre PaaS plutôt qu'une offre IaaS, c'est être sûr que ces variables d'environnement soient accessibles de la même manière en ligne de commande, comme dans du cron, comme dans du web. Et plus particulièrement dans le cadre du cron, c'est bien songer à être sûr que ça ne s'exécute qu'une seule fois, si ça ne doit s'exécuter qu'une seule fois. Puisque si vous avez 10 instances qui tournent en parallèle, est-ce que vous voulez vraiment que tous vos crons s'exécutent 10 fois? Si vous avez par exemple un cron qui doit insérer des choses en DB et puis que vous facturez le client en fonction de ses insertions, si vous l'exécutez 10 fois, le client ne va pas être heureux de chez heureux. Ensuite, tenir compte de l'environnement, c'est aussi essayer de le penser le plus simple possible. Pourquoi? Parce que, d'une part, si vous avez des machines de développement, donc en local, c'est tout con à dire, mais vous n'aurez pas nécessairement tout l'environnement qui sera disponible, parce que si vous avez un load balancer que vous gérez vous-même, tel qu'un HAProxy ou un Nginx, tout va bien, parce que c'est configurable en machine de développement, mais si vous passez par le LB d'Amazon ou des systèmes chez Google Cloud, le load balancer, vous ne savez pas l'avoir en local. Donc il faut penser à avoir un coût pour éventuellement avoir des machines de test pour valider vraiment le comportement comme des machines de production. Mais aussi, si vous avez un environnement qui est le plus simple possible, ça vous permet éventuellement de changer de prestataire très facilement, puisque vous êtes dans du cloud. Il y a beaucoup de choses qui sont facilement transposables d'un prestataire à l'autre, simplement parce que vous avez des scripts de configuration de votre environnement. Vous avez votre applicatif qui est déployable. Donc tout ça vous permet de changer et de passer de l'Amazon à du Google, à du Gandhi, à du Renabove, ou peu importe ce que vous voulez comme type de cloud. Mais pour ça, il faut essayer de garder le plus simple possible. Parce que s'il y a des besoins spécifiques, comme nous on avait, avoir du PHP 5.3, tous les fournisseurs ne le font pas. Maintenant, ce n'est plus le cas, heureusement, mais voilà. Alors, après tout ça, on avait un environnement qui tourne, on a des environnements multiples, on a du déploiement de code,
On a des mails qui s'envoient, on a du load balancing, et on a une mise à jour des systèmes qui sont assez simples, puisque ça se fait au niveau du fournisseur de plateforme. On est heureux, on a du cloud. On a surtout un environnement qui tient la charge. On peut monter en charge. Mais on se rend compte qu'il manque quand même des choses. Parce qu'on n'a pas de monitoring. Oui, le fournisseur de la plateforme fournit des graphes, mais ce n'est pas du monitoring des graphes. Ça vous donne une information quand vous avez eu un problème, et vous pouvez aller voir ces graphes, mais c'est tout. On n'a pas de gestion des logs centralisés, donc si vous avez plusieurs instances, qu'est-ce qui se passe? Vous devez aller voir à gauche, à droite, si toutes les traces que vous avez dans vos logs sont bien au bon endroit, et essayer de voir si ce n'est pas sur la 10e instance plutôt que sur la première sur laquelle ça s'est passé. Donc c'est intéressant de pouvoir centraliser ces logs pour simplement pouvoir les analyser plus facilement. Et surtout, on n'avait pas de protection anti-DOS. Je le cite pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est chopé une attaque DOS et que ça a fait un petit peu mal. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, pour résoudre ces problèmes, on est passé par des services externes, on est dans le cloud, autant en profiter. Donc, on a regardé tout simplement les partenaires, dans un premier temps, qui étaient fournis avec la plateforme, puisque la plupart des offres cloud ont des partenariats avec des fournisseurs de services, et autant les tester. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des prix moindres si on passe par quelqu'un qui n'a pas de partenariat. Par contre, on s'est vite rendu compte que tous ces services externes avaient des CELA différents qui pouvaient éventuellement nous impacter. Si vous avez quelqu'un qui envoie des mails, si il vous garantit 90% de temps de réponse, ça veut dire que vous avez 10% des mails qui sont potentiellement perdus. C'est tout qu'on va dire, mais ça a son importance. C'est la même chose qu'avant, quand vous choisissez un dédié ou qu'un mutualisé. On est dans le même cas, sauf que dans le cadre du cloud, ça part beaucoup plus vite en sucette et que ça a un impact qui est beaucoup plus puissant puisque tout va plus vite et tout va plus loin. Donc, pour monitorer nos serveurs, on a choisi 2 offres. Pourquoi celle-là? Simplement, c'est celle qui nous plaisait le plus, qui correspondait plus à nos besoins au moment où on les a choisis. On en a testé plusieurs. Je ne vais pas citer tous ceux qu'on a testés parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais c'est ceux qui correspondent à nos besoins à nous. Donc, Check My Website, qui est assez récent, qui permet de vérifier l'uptime, mais aussi la vitesse d'exécution de vos pages et de 3 autres petites choses. Et bien sûr de vous alerter quand vous avez un problème, quand votre site ne répond plus ou ce genre de choses. Et New Relic qui vous permet de détecter les erreurs, d'être alerté, aussi de voir si vos serveurs ou vos instances tournent, quelle est la charge, s'il y a des alertes en termes de mémoire, CPU, etc. Quelle est, sans faire du profiling, mais quelle part de temps est pris par exemple, les accès DB, les accès à des services externes ou des accès à, simplement en termes de computing de script. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être fort utile, par exemple si vous avez des problèmes de performance. Il y a peu de temps, on a déployé une nouvelle version de notre environnement, on va dire, et on a eu des gros problèmes de performance, mais sans un outil tel que New Relic, ça peut être aussi un Zen Server ou autre, c'est impossible de facilement trouver où est le problème, et encore moins donc de le résoudre. C'est vraiment des outils qui valent la peine d'être investigués. Ça demande un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup. Et pour finir, contre les attaques DDoS, on a choisi Cloud Proxy. Alors il faut savoir que la plupart des fournisseurs de cloud fournissent des solutions. Il faut juste les payer comme toujours. Mais on a choisi Cloud Proxy tout simplement pourquoi? Parce que, c'était le moins cher et qu'au moment où on a choisi, l'argent avait quand même un impact important. Et surtout, il proposait bien plus que simplement une protection des DOS, mais aussi des protections de tout type d'attaque. Ça vaut la peine d'un petit peu aller fouiller ce qu'il propose. Mais par exemple, des bêtes d'injection SQL ou ce genre de choses, quand c'est grossier, c'est pas parfait, mais quand c'est grossier, c'est assez vite bloqué. Et donc ça vous donne une dose de stress en moins aussi en tant que développeur, surtout quand vous avez une petite équipe. Donc tous ces services externes, on les a ajoutés de manière progressive et on s'est rendu compte que ça coûtait, oui, un peu d'argent, mais surtout que ça ne coûtait pas beaucoup de temps. Et vu qu'on était assez fort serré point de vue temps, on a
on est deux, on a vraiment une charge de travail assez importante, mais ce temps, c'est super important. Et donc, c'est important de s'en rendre compte, parce que tout simplement, l'argent que vous allez investir là-dedans, au final, vous allez l'investir correctement, puisque si vous êtes décideur, vous allez vite vous rendre compte que vos développeurs peuvent se concentrer sur le cœur de leur métier, qui est de répondre aux besoins du business, et pas d'essayer de composer entre les attaques, entre les problèmes de merde, je dois mettre un système de monitoring en place, etc., mettre un adjust, enfin, peu importe. Donc tout ça, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, mais tout ça coûte de l'argent à des prix fort variables. Et il faut bien se rendre compte que ces prix varient selon plein de critères qui sont spécifiques à chaque fournisseur, mais globalement, c'est le nombre d'instances, le nombre de noms de domaine que vous avez, si vous avez du HTTPS, bref, des critères assez basiques, mais qui vous permettent aussi de vous rendre compte de ce à quoi vous devez faire attention. Alors, tous ces prix varient, et donc je vais un petit peu vous parler des coûts du cloud, puisque je trouve que c'est toujours intéressant, quand quelqu'un est passé dans le cloud, qu'est-ce que ça lui coûtait avant, qu'est-ce que ça lui coûte après. Donc avant, on avait une infrastructure qui ne correspondait pas vraiment à nos besoins, puisque ça crachait un peu trop souvent, mais elle nous coûtait vraiment pas cher. 200 € par mois, c'est rien du tout. On est passé dans le cloud, souvent on dit que ça coûte moins cher, ici ça nous a coûté plus cher, mais comme on a quelque chose qui correspond à nos besoins, ça reste raisonnable. On est passé de 400 à 500 $ par mois. La variabilité s'explique comment? S'explique parce qu'on monte de temps en temps des instances de tests de manière temporaire pour avoir quelque chose, pour valider le comportement, résoudre un bug ou tout simplement tester des nouvelles features dans des conditions réelles. Mais aussi parce qu'un mois c'est 30-31 jours et que dans le cloud on compte souvent en heures. C'est tout con à dire, mais voilà. Et on compte souvent aussi en données transférées. Et donc si vous avez un mois où vous avez plus de visiteurs, vous avez d'office un prix qui augmente. Seulement depuis mars, on a déployé une nouvelle infrastructure et donc on a un petit peu augmenté notre coût. Alors ce coût, il est fameusement augmenté de plusieurs raisons, mais notamment parce qu'à un moment donné, on avait 3 systèmes qui tournaient en parallèle. Donc on avait la production actuelle, la test de la future production et la future production telle qu'elle devrait être. Et surtout, on avait des gros problèmes de performance qu'on n'avait pas anticipés. Comme il fallait changer, on s'est dit tant pis, on laisse des instances en plus. Ici, c'est redescendu plus bas, je ne sais plus le coût exact, mais je pense qu'on va revenir à un coût qui normalement devrait être entre 500 et 600 $ par mois. Sachant qu'on a rajouté des instances, qu'on a plus de fonctionnalités par rapport à avant, et qu'on veut essayer de se détacher complètement de notre serveur dédié, qu'on a toujours. Et donc, voilà, on fait évoluer notre infrastructure. Je pense que c'est intéressant de communiquer ces coûts, parce que ça donne toujours une idée. Alors, à l'époque, j'aurais bien aimé recevoir quelques conseils, conseils divers et variés. Donc, il faut bien se rendre compte que tout ça, ça prend de l'apprentissage. Donc cet apprentissage, vous pouvez le faciliter soit par de la formation, soit par de la consultance, soit en venant à des événements comme celui-ci, qui peut être associé à de la formation. C'est con à dire, mais c'est quand même important. C'est une manière de penser qui est fort différente. Donc on pense notamment à la volatilité des instances. C'est quelque chose où il faut quand même en prendre conscience en tant que développeur, parce que vous devez quand même un petit peu changer vos habitudes, et que ce n'est pas quelque chose qui est simple de changer ses habitudes. Surtout quand vous êtes tout le temps dans l'urgence, que vous êtes pressé par les timings, que le business ne comprend pas toujours pourquoi ça prend plus de temps, parce que vous devez changer vos habitudes. Et le cloud, c'est aussi un apprentissage de la gestion des coûts. Donc quand vous êtes dans du PaaS, la gestion des coûts est en général quelque chose d'assez simple à gérer, puisque c'est quelque chose d'assez stable. Et quand vous descendez un niveau en dessous, au niveau infrastructure, ça peut très vite varier, tout simplement parce que si vous rajoutez des load balancers, si vous rajoutez des instances en veux-tu en voilà, ça va avoir un coût plus important.
Et quand vous êtes au niveau infrastructure, vous pouvez vraiment commencer à jouer. Si vous avez un applicatif qui est fort découpé, vous pouvez vraiment commencer à gérer quel type d'applicatif va aller sur quel type d'instance et vraiment gérer vos coûts de cette manière-là. C'est un apprentissage qui demande du temps, mais qui vaut vraiment la peine d'être effectué, parce qu'à la fin, vous avez vraiment une économie qui peut être assez conséquente. Un autre point, j'aimerais attirer l'attention, je l'ai déjà cité, mais c'est le SLA et le support. La plupart des fournisseurs de cloud proposent un support qui est gratuit, c'est-à-dire inclus dans l'offre ou payant, et un SLA qui correspond aussi à ce que vous payez. Au début, ça vaut vraiment la peine d'aller dessus, surtout si vous n'avez aucune connaissance dans le cloud, encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider, et n'hésitez pas à leur poser des questions, parce qu'ils ont l'habitude. C'est bête à dire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous booster. Au début, j'étais un petit peu frileux, mais à la fin, je dirais que j'ai abusé vraiment du support, et j'abuse encore du support que notre fournisseur propose, tout simplement parce que ça m'aide vraiment et que ça me permet de gagner un temps de dingue. Et surtout, pas hésiter à tester et retester ce qui existe. Quand je dis tester, retester, c'est pas tous les mois. Tous les 6 mois, tous les années, aller un petit peu voir les dernières nouveautés qui sont sorties, les nouveaux fournisseurs de cloud qui sortent, parce qu'il y en a tout le temps des nouveaux, avec plein de nouvelles fonctionnalités, mais aussi une manière de fonctionner qui est un petit peu différente. Et surtout au niveau des produits applicatifs, il y a parfois des choses très intéressantes qui sortent, et ce serait dommage de passer à côté. Alors, dans le cloud, ça peut vite paraître complexe, les choses. Essayez de comparer 2 offres. Si vous n'avez pas l'habitude de vos références, si vous comparez de l'Amazon et du Google, par exemple, vous allez être complètement perdu parce que vous ne saurez pas comparer vraiment les prix. Parce que les instances, etc., qu'il y a ne sont pas tout à fait les mêmes. Les choses disponibles ne sont pas tout à fait équivalentes. Et donc, il faut essayer de trouver des comparateurs. Par exemple, comme Cloud Harmony, j'en ai mis un, mais vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche benchmark, test comparatif, cloud, et vous aurez plein de résultats. Et il faut un petit peu se tenir au courant. Donc, souvent, dans des magazines d'actualité informatique, vous avez des comparatifs qui sortent au moins une fois par an. Ça vaut la peine de les regarder, simplement pour voir si vous n'êtes pas occupé à vous faire avoir par rapport au marché. Bien sûr, si vous avez fortement investi dans un fournisseur en particulier, vous n'avez pas nécessairement envie de migrer, mais ça vaut toujours la peine de se tenir au courant. Et donc, comme je disais, c'est important de trouver des références. Et dans le cloud, les références, c'est quoi? C'est le prix par heure, le prix par giga transféré, mais c'est aussi la puissance de calcul. Parce que d'un fournisseur à l'autre, on ne parle pas tout à fait de la même manière. Donc, il faut un petit peu regarder sur chaque fournisseur ce que ça veut dire quand on parle d'une instance avec un certain nombre de cœurs, une certaine puissance disponible. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et même au sein d'un fournisseur, vous avez par exemple chez Amazon, vous avez les instances de type T, des instances où vous pouvez burner du CPU en plus pendant un certain laps de temps. Si par exemple vous avez des job backgrounds, c'est l'idéal. Et aussi se rendre compte que dans toutes ces offres, la latence peut avoir son influence sur le prix, mais cette latence n'est très rarement communiquée. Donc c'est juste faire attention, et ça c'est des choses qu'on trouve dans les benchmarks. Alors, quelques questions que moi j'aurais bien aimé avoir bien en tête au moment où on a choisi un petit peu les différents prestataires. Mais je l'ai déjà exprimé, c'est les besoins, donc être sûr de tout lister. C'est regarder un petit peu, point de vue sécurité, vie privée, légalité. C'est qu'on va dire, mais suivant où se situe l'hébergement de vos données, de votre instance, suivant où se situe la société qui héberge ces instances, ça peut avoir une influence assez conséquente sur vos données, sur votre vie privée, mais aussi la vie privée de vos clients. Donc ça a une importance assez importante. Il faut quand même se poser ces questions. Ensuite, réfléchissez bien en cas de problème, d'être sûr d'avoir du support, des personnes qui répondent. C'est l'évidence même, c'est des choses, toutes ces questions, c'est des choses qui sont tout à fait posables, même dans un environnement dédié ou mutualisé, mais c'est encore plus d'importance dans le cloud. Pour finir, je dirais que pour nous, ça a été un succès, puisqu'en moins de 3 mois, on a
migré malgré des charges de travail assez importantes, malgré un environnement qui n'était pas du tout adapté avec des très mauvaises pratiques, puisque dans les pratiques, il y avait aussi du déploiement par FTP, et qu'on a usé et abusé du support fourni, simplement pour pouvoir aller beaucoup plus vite, et que tout ce gain de temps qu'on a eu, parce que ne plus maintenir des dédiés, ne plus avoir de crash serveur, ça fait un gain de temps, ça vous fait aussi des nuits où vous vous reposez, ça nous a permis de construire tout simplement un nouveau système actuel qui avait bien besoin d'être construit. Et tout ça pour dire que passer dans le cloud, c'est accessible à tous. Et j'insiste dessus, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est, si vous faites des choix adéquats comme nous, où on est passé par du PaaS plutôt que par de l'IaaS, ça peut vraiment aller très vite. Ça demande un tout petit peu d'apprentissage, un tout petit peu de changement d'habitude, mais c'est tout. C'est vraiment pas quelque chose qui est inaccessible. Alors, juste un dernier point, c'est pour la suite. On va un petit peu, nous, évoluer, plus dans du découpage applicatif, donc orienté microservices. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus adapté au cloud. Ça permet de mieux répartir sa charge entre les différentes instances et avoir plus des instances avec certains applicatifs qui bouffent énormément de ressources et d'autres applicatifs qui sont beaucoup plus calmes. On passe par des systèmes de queuing tels que RabbitMQ qui permettent de découper vraiment des tâches en background et de faire de la synchrone. Et surtout, on doit encore faire de la gestion des logs. C'est quelque chose où on va passer notamment par Elasticsearch et des choses du genre. Et plus tard, on va aller plus à un niveau de type infrastructure parce qu'il y a plus de possibilités et qu'il y a moyen de faire des économies d'échelle assez conséquentes. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions si vous en avez. Pas de questions? Alors, la base de données, on est toujours sur du MySQL. C'est notamment pour ça que donc la question c'était au niveau de la base de données, qu'est-ce qu'on utilise, si on utilise RDS ou autre chose? Non, donc on est toujours sur du MySQL. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on devait vraiment transférer l'applicatif, que l'applicatif était en très mauvais état, pas documenté. Honnêtement, c'était un bordel sans nom. Vous imaginez bien que si vous avez eu énormément de développeurs qui sont passés dessus, qui n'ont pas fait de transmission de connaissances, qui n'ont pas fait de documentation, je vous laisse imaginer le bazar que c'est. Donc ça devait être du MySQL. C'était impossible de réécrire autrement qu'en du MySQL, puisque on passait pas par du PDO, c'était du MySQLi, enfin un bordel monstre. Donc vous avez développé une instance, enfin vous lancez une instance oui. de base, d'accord. Donc le fournisseur, donc la plateforme PaaS, c'est vraiment, on a un serveur applicatif avec le web, un serveur DB MySQL. On en a toujours eu un, on n'a jamais eu besoin de plus qu'une instance au vu de nos besoins. Et maintenant on a un serveur background en plus avec toute une série de jobs qui tournent, notamment de la synchronisation avec notre ERP, l'envoi de mails, de notifications diverses qui est fait via du RabbitMQ et plein de choses du genre. D'accord, mais du coup en cas de crash, s'il n'y a qu'une instance, ça crash. Alors oui, sauf qu'il y a du backup qui est fait, que le fournisseur de la plateforme permet qu'il y ait une remise en place automatique, puisque les machines sont buildées via du chef, donc il n'y a rien de spécifique qui a été fait à la main. Tout est vraiment buildé et déployé automatiquement. Et en cas de crash, comme tu le dis bien, il y a des backups qui sont pris. Alors c'est des backups qui sont faits tous les 6 heures. Donc ça veut dire potentiellement on perd beaucoup de données, mais c'est une perte qui est acceptée par le business. Donc voilà. Ok, merci. J'avais une question. Est-ce que vous avez eu des retours au niveau des clients concernant la sécurité, quand vous avez fait essentiellement la sécurité des données, quand vous avez fait le passage dans le cloud? Alors non, puisqu'on n'a pas vraiment communiqué là-dessus, puisque c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est des très mauvais communicateurs. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas communiqué. C'est quelque chose, honnêtement, à part qu'on ait du HTTPS, les gens, pour l'instant, ne nous ont jamais vraiment posé de questions à ce sujet-là. Puisque le monde du parking est quelque chose d'assez archaïque et que même si vous avez
Une application mobile, honnêtement, les gens veulent juste se garer et ne se posent pas plus de questions que ça. Donc on n'a pas eu de questions par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'estime important, donc je me suis posé la question. Il faut savoir qu'Amazon a une espèce de contrat par rapport à l'Europe, où il y a une espèce de protection des données par rapport au Patriot Act et ce genre de choses. C'est pas top, mais honnêtement, il n'y a pas 50 000 fournisseurs de cloud. Et donc, à un moment donné, faut faire des choix. Donc, parfois, il faut laisser tomber certaines choses. D'autres questions? Je vous remercie. Alors, je vais distribuer un livre. Je vais distribuer le livre à la dernière question, donc, parce que c'est un livre sur l'anonymat sur Internet. Et je trouve que ça correspond bien à la question, donc voilà. Je vous remercie. Et les slides seront disponibles tantôt sur Joining. Bonne journée.